Bonjour à tous. Va-t-on un jour devoir s'interdire de partir en vacances, de prendre l'avion parce qu'il pollue? Faut-il s'imposer des déplacements propres en scooter ou trottinettes électriques? Quand voyager rime avec culpabilité, c'est tout de suite dans Complément d'enquête. C'est le point de crispation, la polémique dans toutes les villes de France. La trottinette électrique est-elle si écologique que ça? Nous, on a enquêté et on a découvert un gros business, une pollution engendrée par ce joujou prisé des bobos et des touristes. Cet été, leurs pêches miraculeuses ont fait un carton sur les réseaux sociaux. En 3 mois, ils ont sorti plus de 200 épaves du Vieux-Port. Regarde-moi tout ça, c'est juste phénoménal, ça n'a rien à faire sous l'eau. C'est un moyen de transport très utile, écologique. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pour un moyen de transport écologique, qu'il devienne anti-écolo. Il y en a une, en tous les cas, qui fait la leçon et nous culpabilise. C'est Greta Thunberg, la jeune militante écolo suédoise, qui a traversé l'Atlantique à bord d'un de ses voiliers avant de revenir en avion. Nous, on a relevé le défi. On a installé nos fauteuils sur l'un de ces bateaux propres qui n'émet ni particules ni fumée. Du coup, on débute cette émission avec cette question. Peut-on encore partir en week-end à Lisbonne sans avoir honte de voyager? C'est une enquête de Nicolas Bourgoin pour Bangoubi Productions. C'est la première fois qu'Alison voyage en avion avec son fils Esteban. Allez, on y va. Alors, il faut qu'on trouve Ryanair. C'est là où on était arrivé tout à l'heure, en fait. À l'aéroport de Bordeaux, en plein mois d'août, il découvre les joies du low cost. Je suis revenue là, du coup, on m'a dit... parce que l'enregistrement se fait là. D'accord. Je trouve ça bizarre, cette file d'attente. Pour une destination très à la mode. C'est déjà l'enregistrement pour Ryanair à partir de là? Oui, c'est le truc entendu. D'accord, ok. Lisbonne, je connais pas le Portugal. On voulait découvrir un pays tous les deux, parce que moi j'ai fait pas mal de pays sac à dos. Donc voilà, Lisbonne c'est pas très loin. Puis les gens ils ont l'air sympathiques et les paysages ont l'air sympas. Donc voilà. Et là sur un vol comme ça coûte combien? Ça doit être 125 par personne à peu près, mais bon ça va pour fin août, c'est assez abordable. 125 € aller-retour par personne. Grâce au low cost, cette animatrice en maison de retraite peut s'offrir une dizaine de jours au Portugal. Ryanair, ça va être où? À gauche, Esteban peut-être? Alors tant pis si en ce moment ce n'est pas très bien vu de prendre l'avion. Vous avez une idée de ce que représente l'impact écologique d'un tel trajet ou pas du tout? Je pense qu'au niveau écologie, on n'est pas très bien avec tout le kérosène qui peut être utilisé. Mais après, comment partir en vacances vraiment en étant écolo? Vous avez une idée de combien de temps il vous faudrait pour partir en train à Lisbonne? Je pense que il faudrait pas mal, quoi. Au moins une bonne journée entière, 24 heures, on va dire. Le train, trop long, trop cher. Une aubaine pour les compagnies low cost. Ryanair vient d'ouvrir à Bordeaux 23 nouvelles lignes, dont 3 pour le Portugal. Ça valait bien une fête. Aujourd'hui, nous célébrons donc l'inauguration de la base Ryanair. C'est déjà 37 lignes à cette saison. Pom-pom girl, huîtres et gâteau à la crème. Il y a ceux qui dansent et ceux qui voient rouge. Toute une génération se lève contre un nouvel ennemi, l'avion, le transport le plus polluant. Au passage, certains culpabilisent les voyageurs. Le mouvement porte même un nom, Flixcam, la honte de prendre l'avion en suédois. Suédois, comme son icône, Greta Thunberg, 16 ans. Elle vient de traverser l'Atlantique en bateau. Let's not wait any longer, let's do it now. Ces actions coup de poing commencent à inquiéter le puissant lobby de l'aviation. Horde de touristes, empreinte carbone colossale, est-ce devenu honteux de prendre l'avion? Lorelai Limousin, elle, a choisi son camp. Cette trentenaire ne vole plus depuis 8 ans. Pour ses dernières vacances, ça lui a pris un temps fou.
Je suis allée sur une île grecque pas loin de la Turquie sans avion. Donc j'ai descendu toute la France en train, puis l'Italie, puis pris un ferry, puis un autre ferry. Et donc ça signifie faire un aller de 3 jours, un retour de 3 jours. Donc forcément moins de temps sur place. Ça nécessite de donner davantage d'importance au temps et ne pas considérer que c'est du temps perdu, mais ça fait partie du voyage. Lorelai Limousin est à plein temps l'une des responsables de l'association Réseau Action Climat. Aujourd'hui, elle doit rejoindre des activistes à Barcelone. Et pas question de se simplifier la vie. Là, on met 6h30 entre Paris et Barcelone. En avion, j'imagine que c'est l'ordre de 3-4 heures avec les déplacements à l'aéroport. J'imagine que c'est beaucoup moins cher aussi en avion parce que là, en train, ça m'a coûté pas loin de 300 € l'aller-retour. Et je viens de voir des publicités dans la gare pour aller en avion à New York. Ça coûtait aussi 300 € l'aller-retour en avion. À Barcelone, nous la retrouvons non pas à la gare, mais devant l'aéroport. Visiblement, quelque chose se prépare. Les activistes sont une trentaine. Ils ont prévenu quelques journalistes. Ils entrent dans le terminal. On se croirait dans la série espagnole La Casa de Papel, avec les recommandations du professeur. Et les personnes es posaran aquí. La ligne vermella quedarà. La consigne, être discret. L'action est interdite, elle doit surprendre. Lorelai, en fausse touriste, fait le guet, car les policiers ne sont pas loin. Cette jeune fille masquée donne le signal. Dans leur combinaison rouge, les anti-avions interpellent les voyageurs et les autorités devant quelques curieux. Cette ligne rouge, c'est une performance et nous prenons position contre l'agrandissement de cet aéroport. L'État espagnol ne doit pas investir 1 euro de plus dans une infrastructure qui amènerait 25 millions de passagers en plus chaque année. Ils refusent que leur ville soit envahie par 70 millions de passagers. Et ils le répètent comme un mantra. Les activistes matérialisent la ligne rouge à ne pas franchir pour préserver la planète, une planète habitable et juste, pour lutter contre les dérèglements climatiques. Les voyageurs saluent la performance. Mais ont-ils vraiment saisi le message? L'urgence pour les anti-avions? Réduire les gaz à effet de serre, comme le CO2. Ils forment une couche épaisse qui réchauffe la planète. Nous les émettons par la voiture, l'industrie et l'avion, responsables à lui seul de 2 à 5% des émissions mondiales. C'est le transport le plus polluant par kilomètre parcouru. Par exemple, un aller-retour Paris-New York émet plus de 1000 kg de CO2 par personne. L'équivalent du chauffage d'une famille pendant 1 an. Des chiffres qui font froid dans le dos. Un avion décolle chaque seconde dans le monde. Chaque année, ce sont 3 milliards de passagers. Et bientôt plus du double, 7 milliards dans seulement 15 ans. Toujours plus de pollution. Et à la descente de l'avion, un tourisme hors de contrôle. Lisbonne, aujourd'hui, est en surchauffe. L'été, on compterait 9 vacanciers pour un seul habitant. La ville est saturée de perches à selfie. Tu te rappelles où il était l'arrêt de tram? Ce ne sont pas les vacances qu'avaient imaginées Alison et son fils Esteban. Mets-toi sans côté. Enfin, laisse passer la dame avec son ticket. Tu peux t'asseoir par terre si tu veux à côté du monsieur. Tu te mets par terre. Il y a un enfant derrière. Lève-toi Esteban, tu vas te faire écraser toi. Tous ces touristes se ruent au même endroit
le quartier de Belém, avec son monastère. Enfin, je crois, je sais pas. Et c'est compliqué, hein. Je sais même pas où si c'est là. Ah, il y a la queue là-bas aussi, voilà. D'accord. Oh, punaise. Alison et Esteban enchaînent les files d'attente. Pour trouver un peu de tranquillité, il faut se lever de bonne heure. On voit que le tourisme, oui, c'est devenu un business, je pense, c'est important. Tant mieux pour les Portugais si ça les aide. Mais hier soir, cette place, il y avait plein de papiers par terre qui volaient dans tous les sens. J'ai pas vu une poubelle de recyclage encore. Donc c'est mon fils qui ramasse les bouteilles par terre ou les met dans les poubelles. À Lisbonne, il y a un quartier que tous ces touristes venus du ciel ont pris d'assaut, à 5 minutes du centre en tuk-tuk. The tuk-tuk is the best, for sure. L'Alfama, son linge aux fenêtres, ses volets d'escalier, ses ruelles étroites, une vraie carte postale. Mais ça, c'était avant. Avant les grappes de visiteurs à audioguide, avant le bruit des valises à roulettes. Cette invasion touristique, une habitante en a ras-le-bob. Maria Lourdes est l'ancienne maire du quartier de l'Alfama. Elle a vécu toute sa vie ici. Les tuk-tuks, c'est du n'importe quoi. Ils ne peuvent pas rentrer dans le quartier. Ils viennent et ils enlèvent les places de parking aux peu de résidents du quartier qui restent. Il y a trop de tuk-tuks dans la ville. Regardez cette porcherie. Tout ça, c'est la faute du tourisme. Dans l'Alfama, l'immobilier flambe. Partout des panneaux à vendre. Ici, une maison typique du quartier. Maria Lourdes appelle le propriétaire. Je vous appelle par rapport à une pancarte sur une maison et je voulais savoir si c'est toujours en vente. Et qu'est-ce que vous vendez? Toute la maison? C'est toute la maison qui est en vente. Et c'est quoi le prix? 780 000 euros. 780 000. 780 000 euros. Inabordable pour les Portugais dont le salaire moyen n'atteint pas les 1 000 euros par mois. À l'Alfama, 6 logements sur 10 sont désormais réservés à la location saisonnière. Plus les avions se posent sur Lisbonne, plus le quartier perd ses habitants. Margarida vit dans cet immeuble depuis 60 ans, mais plus pour longtemps. Vous nous suivez? C'est pas fait pour les gros, mais comme on est toutes très minces... D'après Margarida, son propriétaire veut la forcer à quitter son appartement. Le loyer est de 146 €. Et sur Airbnb, il pourrait gagner 10 fois plus d'argent. Dans l'immeuble, c'est que des Airbnb. Il n'y a que moi. Dans ce quartier, j'ai grandi. J'ai joué, je suis tombée amoureuse, je me suis mariée, j'ai été veuve 2 fois. J'ai élevé mes enfants et maintenant, à l'âge de 61 ans, je suis forcée de partir de chez moi. J'aime bien le tourisme, c'est sympa. C'est joyeux, mais ça nous déracine. Le tourisme, c'est ce qui a permis au Portugal de sortir de la crise. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour accueillir encore plus de visiteurs, il veut agrandir l'aéroport de Lisbonne et en construire un autre. C'est l'entreprise française Vinci qui a récupéré le chantier. Tous les plans sont prêts. Mais ça ne passe pas auprès des activistes. Ce jour-là, alors que le Premier ministre du Portugal célèbre l'anniversaire du Parti socialiste, il est chahuté en direct par des militants anti-avions. Le jeune écolo est expulsé manu militari. Son audace a fait le buzz au Portugal. Il s'appelle Kiko. On le retrouve près du futur aéroport pour une journée d'action beaucoup plus zen. Au programme, fabrication d'avions en papier et méditation.
le Premier ministre il a fait cet accord-là. Il a signé un projet qui est vraiment dangereux pour nous tous. C'est une erreur. Et quand il y a quelqu'un avec une telle responsabilité qui fait une telle erreur, il faut les arrêter parce que c'est notre avenir qui est en cause. Ils sont trentenaires, certains sont profs, d'autres journalistes. Leur philosophie, tendre vers l'immobilité. Si tout le monde arrête de prendre l'avion, de bouger partout, si on passe plus de temps avec nos grands-parents au lieu d'aller voir la ville que tout le monde a vue pour mettre les photos sur Facebook, faire ce que tout le monde a fait, je pense que c'est ça la qualité de vie aussi. C'est pas forcément de bouger partout et de prendre des avions low cost tout le temps. Ces belles paroles sont arrivées jusqu'à Genève, aux oreilles du grand patron de l'aviation. Et ça l'irrite. Ne lui parlez surtout pas de l'icône anti-avion. C'est bien gentil, les Suédois, là, Madame Greta Thunberg, elle est bien gentille, mais enfin, elle vient d'un pays où les gens voyagent 4 fois plus que le reste du monde. Détail, en avion. Ancien PDG d'Air France, Alexandre de Juniac dirige l'Association internationale du transport aérien. Et il ne supporte pas que les activistes remettent en question ses valeurs. Ce qu'il propose, c'est un monde avec peu de relations et peu de liberté. Moi, c'est pas un monde que je veux pour mes enfants, en tout cas. C'est pas difficile d'être à la tête d'un secteur comme... Non, au contraire. Qui, justement, en tout cas, l'image est très polluante aujourd'hui. Oui, enfin, il y a une image polluante, il y a aussi l'image d'être un vecteur de liberté formidable aussi, vous savez. Quand même, il ne faut pas oublier les voyages, la découverte, le monde, les rencontres. On a quand même contribué à faire que la mondialisation soit plutôt heureuse, je crois. Je voudrais un monde où le transport aérien continue à se développer extrêmement vite et réduit son empreinte carbone, ce qui est l'engagement qu'on a pris en réalité. Mais pour les compagnies aériennes, difficile de moins polluer. Alexandre de Juniac le reconnaît. Pour l'instant, on ne sait pas faire d'avions qui peuvent remplacer les avions actuels sans émettre de carbone du tout. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Mais on dit, voilà, à l'horizon 30 ans, on aura suffisamment avancé pour pouvoir diminuer les émissions carbone par 2. Et entre-temps, on va essayer de compenser pour que notre croissance soit neutre en carbone. Voilà. La compensation carbone, c'est la grande promesse du secteur aérien. Plus il y aura d'avions, plus les compagnies vont investir pour planter des arbres. Le carbone émis par le trafic pourra être absorbé. Objectif, que la part de l'avion dans les émissions mondiales reste à 2%, exactement comme aujourd'hui. Insuffisant pour les militants écolos. Selon Laurella Mouzin, il faut inciter les voyageurs à délaisser l'avion et pour cela, ils doivent payer le juste prix. En fait, le prix de l'avion est bas, mais il est surtout, il a l'air bas, étant donné que le transport aérien bénéficie de nombreux avantages fiscaux, l'exonération de taxes sur le kérosène, l'exonération de TVA, des subventions publiques directes aux aéroports et aux compagnies aériennes de type Ryanair. Et donc en fait, vous payez votre billet d'avion, mais vous payez aussi indirectement le transport aérien à travers les impôts. Démonstration. Dans une étude de juillet 2019, l'association Transport et Environnement recense les petits aéroports essentiellement dédiés aux vols low cost qui survivent en Europe grâce à l'argent public. En France, il y en aurait 16. Comme celui de Nîmes, exclusivement dédié à Ryanair, où l'on s'envole pour la Belgique, l'Angleterre et le Maroc. L'an dernier, il a touché 3 700 000 € d'aide publique locale. Il y a aussi Vatry en Champagne, à destination du Portugal, de l'Espagne et du Maroc. Lui a reçu 3 millions d'aides publiques locales. À chaque départ de Vatry, c'est comme si l'État prenait à sa charge 30 € par passager. On a demandé des explications au ministère de la Transition écologique et solidaire. Pas de réponse. Le trafic aérien boosté par les pouvoirs publics. Selon cet avocat, il y a une légère contradiction.
Il y a un problème de cohérence puisque d'une part, l'État continue à subventionner massivement le transport aérien et d'autre part, l'État s'est engagé à limiter le réchauffement à 1,5 degré en ratifiant l'accord de Paris et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais désormais, quand l'État manque à ses obligations environnementales, la justice peut le rappeler à l'ordre. On voit de plus en plus des projets d'aéroports contestés, notamment à Vienne, à Londres, demain probablement pour l'extension du T4 à Roissy et récemment à Marseille, où l'autorité environnementale a demandé à l'État actionnaire de l'aéroport de justifier de la compatibilité du projet avec l'objectif de lutte contre le changement climatique. Et nous, au fait, on a fait le bilan carbone de notre reportage et on vous le dit tout de suite, c'est pas brillant. Un aller-retour Paris-Barcelone à 2 personnes, ça fait 200 kg de CO2. Plus un Bordeaux-Lisbonne, 430. Un Paris-Lisbonne, 580. Un Paris-Genève en train pour une fois, 585 kg et 2 heures de sommeil. En ajoutant les taxis, allez, on arrondit à 600. En 7 jours de tournage, on a brûlé ce que consomme en carbone un ménage français en 1 mois et demi. Un jour peut-être, on se déplacera, nous aussi, en flyboard, cet engin génial que vous avez créé, Francky Zapata. Sauf que vous aussi, on vous reproche, comme les compagnies low cost, de brûler beaucoup de carburant et de polluer. C'est vrai que si on le ramène à une seule personne, ça pollue, entre guillemets, ça consomme beaucoup de carburant. Alors déjà, en premier, ce que je veux dire, c'est qu'on travaille, nous aussi, sur des énergies renouvelables, donc on travaille avec des biocarburants. Mais surtout, en fait, on est en phase de développement. Oui. Donc c'est vraiment un prototype. Donc en réalité, c'est pas un produit qui est destiné à être vendu tel quel aujourd'hui. Évidemment, que vous allez l'améliorer. Qu'on va l'améliorer et évidemment qu'il ne sera pas vendu et il ne servira pas au transport de masse avant d'avoir résolu tous les problèmes d'empreinte carbone. Et vous travaillez déjà avec des énergies propres, enfin en tous les cas un peu moins polluantes. Exactement, on travaille avec des biocarburants, donc c'est de l'huile, de l'huile végétale. Ça fonctionne déjà. On pourrait faire une démonstration. Bon, ça sent un peu la friterie belge, mais il tourne avec de l'huile de colza. On prend de l'huile de colza, on met dans le sac à dos. Ça marche pas bien. Ça fait un peu des oxydations dans la poussière, mais ça fonctionne. Mais maintenant, il faut vraiment améliorer pour travailler sur la longévité des moteurs, etc. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme vous le dites, vous travaillez pour l'avenir. Comment vous percevez ces militants écologistes qu'on vient de voir dans cette enquête qui, d'une certaine façon, nous disent qu'il faut arrêter de prendre l'avion? Honnêtement, comme je dis, on travaille tous pour l'écologie. Moi, j'ai un enfant qui a 10 ans. J'aimerais bien que lui et ses enfants vivent heureux. Par contre, je suis contre toutes les formes d'extrémisme. Les gens se plaignent du tourisme et du voyage, mais vous voyez, quand vous voyagez et que vous découvrez le monde, ça vous ouvre aussi votre esprit et ça vous permet de voir le monde d'une autre façon et de vous sentir comme un citoyen du monde. Et si tout le monde se sent citoyen du monde, moi je me sens français, je suis attaché à mes racines, encore plus marseillais, mais je me sens aussi citoyen du monde. L'autre projet très important vous concernant, c'est le taxi volant. Il sortira quand? On va dire qu'on va sortir une voiture volante qui est destinée aujourd'hui à fin d'année. C'est un démonstrateur. Donc il va servir à la base un petit peu pour tout ce qui est récréatif. Parce que nous, on est une petite start-up, on est une petite boîte. Et on ne fonctionne pas avec d'argent public ni avec des levées de fonds. Parce que je suis contre justement cette... C'est une révolution quand même. Vous êtes en train de créer un taxi volant qui sera prêt dans 3 mois. C'est de ça dont il s'agit. C'est une voiture volante qui, après, pour devenir un taxi, doit résoudre tous les problèmes en réalité d'empreinte carbone, tous les problèmes législatifs. Donc, à partir de là, ça sera vraiment possible au transport de masse. Aujourd'hui, c'est un prototype. Et alors, est-ce que pour passer du prototype avec juste Francky Zapata à bord et n'importe qui ici, il faudra combien de temps? 5 ans, 10 ans? Je veux dire, pour pouvoir, on va dire, phase 1, faire du loisir avec, c'est-à-dire donner aux gens le goût de ce que sera le futur, je dirais, ça va se jouer en mois. Maintenant, pour faire du transport de masse qui pourrait réellement impacter la planète, ça va se jouer quand même en années. Francky Zapata, on est ici dans le nouveau centre de formation au métier de l'aérien d'aéroport de Paris. C'est ici qu'on forme les stewards, les hôtesses de demain, mais aussi les mécaniciens. Sur votre engin, il faudra avoir des notions de mécanique pour pouvoir le piloter. Le piloter, ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. La voiture volante, justement, elle utilise la même technologie que les drones. Donc, en gros, on peut créer ce qu'on appelle des geofences,
C'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer librement dans des espaces, on va dire, limités. Et pour que vous nous fassiez un petit peu rêver, un Le Bourget-la Normandie, Deauville en combien? 10 minutes? Ouais, une quinzaine, vingtaine de minutes. Pareil pour Lille, pour Strasbourg. En fait, un Lyon-Marseille en un quart d'heure, c'est ça aussi? Un Lyon-Marseille, non, peut-être pas en un quart d'heure, mais je pense qu'un Lyon-Marseille, il faudrait quand même un peu plus de temps. Mais disons que... Une demi-heure? Ouais, peut-être une demi-heure, un trois quarts d'heure. Disons que l'idée, c'est d'arriver à se positionner entre les voitures et les avions. Voilà, c'est arriver à créer un nouveau mode de transport. Donc, par exemple, quand on regarde l'avion de Louis Blériot, qui a traversé la Manche, moi j'étais à côté, j'ai passé une quinzaine de jours, c'est hyper inspirant. Et de là, ensuite, on pourrait prendre dans les villes des engins électriques. C'est ce que. C'est ça. Moi, je pense que cette combinaison. Voilà, je pense que la nouvelle mobilité de demain, c'est une combinaison de systèmes. On ne peut pas imaginer d'avoir un engin volant qui va venir vous chercher devant la terrasse du café. C'est pas rationnel. Je veux dire, pour vous déplacer en trottinette, pour faire 10 km, il faut, on va dire, aller 150 watts. Pour le faire en voiture volante électrique, il vous faudra 1,5 million de watts. Donc, c'est pas rationnel. Par contre, donc c'est cette combinaison. C'est une combinaison de différents moyens de transport qui, certainement, pour moi, créera le transport de demain. Merci Francky Zapata d'être venu nous voir. On est tous conscients qu'il faut aller vers une transition écologique, mais que cette transition n'est pas simple. Nous, on a pris l'exemple de la trottinette électrique qui aujourd'hui enquiquine pas mal de mairies en France. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce joujou pour bobos et touristes? Regardez cette enquête, elle est signée Adrien Joanne pour Bangoumi Productions. Dans le vieux port de Marseille, au spot de la dernière fois. Chris et Lohan sont des pêcheurs d'un nouveau genre. Vous allez pêcher du gros poisson? Aujourd'hui, du très très lourd là. Énormément. Là, je suis certain que la pêche va être extrêmement bonne. On est dans le port de Marseille, le pays de la bouillabaisse. Ben là, on va te montrer ce que c'est la vraie bouillabaisse. Dans leur sac, pas de canne à pêche ni d'hameçon. Juste un grappin et un drone sous-marin. C'est une caméra aquatique qui va nous permettre de voir ce que nous on voit pas, de voir sous l'eau ce que nous on ne voit pas hors de l'eau. Au milieu des panneaux de signalisation et des barrières, ils débusquent rapidement leur proie, des trottinettes électriques. Donc là c'est une Uber qui est dans l'eau. Une Uber et 2 Lime. Le nouveau jeu des bad boys de Marseille, jeter des trottinettes à la mer. C'est bon? Pour Chris et Lohan, la dépollution peut commencer. Ah oui, je l'ai. Et voilà, et 2, 1. Et ça défile. 2, puis 3, puis 4. Oui. Et voilà. C'est un moyen de transport très utile, écologique. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pour un moyen de transport écologique, qu'il devienne anti-écolo. En une matinée, Chris et Lohan vont récupérer 23 trottinettes. Cet été, leurs pêches miraculeuses ont fait un carton sur les réseaux sociaux. En 3 mois, ils ont sorti plus de 200 épaves du vieux port. Regarde-moi tout ça, c'est juste phénoménal, ça n'a rien à faire sous l'eau. Paris, Lyon, Marseille, la pêche à la trottinette est en train de devenir un sport national. Des images catastrophiques pour les loueurs. Dans leur pub, ils vantent un moyen de transport doux, durable et écologique. Chaque opérateur nous raconte la même histoire. Grâce aux trottinettes, fini la bagnole, fini les bouchons et la pollution. Mais en attendant, c'est la pagaille dans les villes. Et le doute s'installe sur les vertus de la trottinette. L'engin chouchou des bobos est-il si écolo? Qui sont ces investisseurs qui parient sur la trottinette à coups de milliards? Ce nouveau business ne serait-il pas qu'une bulle financière? Ok. Entre les épaves repêchées et les incivilités, les trottinettes n'ont plus vraiment la cote. Soucieux de son image, le numéro 1 mondial, Lime, nous a ouvert ses portes. Il faut jamais monter sur une trottinette à deux. Le directeur de la filiale parisienne nous propose même une petite balade. C'est de vous donner une première impulsion
Et hop, vous accélérez et vous allez partir comme ça. Donc on va faire attention. Arthur Louis Jacquier, c'est monsieur parfait. Hop, attention, je vous invite toujours à regarder devant vous, c'est mieux. Pas question de griller le feu rouge pour le directeur. D'accord. Donc là, c'est vert, on peut y aller. On peut y aller. Il tient à nous montrer que ses équipes sont aux petits soins avec les trottinettes. Donc là, on va pouvoir se garer ici, qui est là encore, en fait, un espace de parking. Ici, elles ont été parfaitement rangées sur le trottoir. Mais 5 minutes plus tard, déjà une fausse note. Donc là, de manière assez évidente, il y a quelqu'un ou alors qui a essayé de vandaliser la trottinette. Donc on voit un point de rupture qui est ici. Donc là, la trottinette n'est plus du tout disponible à la location. Personne ne pourra même essayer de l'ouvrir. Et donc nous, on va récupérer cette trottinette afin de la réparer très rapidement. Le directeur nous l'assure, ce cadavre de trottinette sera acheminé dans la journée en banlieue parisienne, à leur atelier de réparation et de recyclage. Ici, c'est l'endroit où sont mis toutes les trottinettes qui ont besoin de réparation, qui viennent par exemple de la rue, et elles vont être amenées ce côté-ci, où chaque mécanicien va pouvoir avoir une trottinette à réparer. 230 mécaniciens se relaient 7 jours sur 7 pour réparer guidons, roues et moteurs. Quant aux batteries des trottinettes, très dangereuses pour l'environnement, elles finissent dans une caisse à part. C'est notre responsabilité en tant qu'opérateur de les écarter du circuit d'utilisation. Et dans ce cas, elles vont être stockées là avant d'être envoyées à un de nos partenaires, qui est une des 2 seules sociétés en France capable de recycler une batterie au lithium à hauteur de 77%. Resteront les solvants, les plastiques et les matériaux toxiques. Ils finiront incinérés ou enfouis dans les décharges. Chez Lime, tout est donc sous contrôle. Pourtant, il y a un maillon faible dans la chaîne. Paris, 18h. Les fourgons sont de sortie. Pour recharger ces trottinettes, Lime compte sur son armée de petites mains. On les appelle les juicers. Ils sont une centaine, la plupart auto-entrepreneurs. Parmi eux, Sekouba Doumbia. Donc vous en avez ramassé combien? Minimum 4. Hein. Vous avez pris 4 trottinettes? Ouais. Tu n'es pas rapide, tu peux pas. Tu es obligé de jouer avec la pousse, quoi. C'est la pousse à la montre. Pourquoi il y a de la compétition? Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Ironie du sort, pour garantir un moyen de locomotion propre, les juicers comme Sekouba sillonnent les rues tous les jours dans des camions polluants. Qu'est-ce que vous mettez comme carburant? Diesel. C'est pas très écolo, c'est un diesel comme carburant. On n'a pas le choix. On est obligé. C'est le travail qui nous demande. L'empreinte carbone des trottinettes Lime n'est donc pas neutre. À combien s'élève-t-elle? Selon cette étude publiée par la North Carolina State University, la trottinette aurait 2 sources de pollution. Les camions des juicers, mais aussi la fabrication en Chine. Surprise, un trajet d'1 kilomètre en trottinette émettrait 126 grammes de CO2 par passager, soit 2 fois plus qu'un trajet équivalent dans un bus plein. Lime assure compenser toutes ces émissions carbone et envoie ce texto à ses utilisateurs à chaque fois qu'une location se termine. Votre trajet n'a pas émis de CO2. Serait-ce du greenwashing? Nous montrons le message au directeur de Lime France. Ouais. L'explication là, qui est, vous n'avez pas émis de CO2. Votre trajet n'a pas émis de CO2. Pendant votre trajet là, ouais. Pendant ce trajet en Lime, vous n'avez pas émis de CO2. Après, oui, on peut rentrer dans des calculs un peu précis. Alors après, c'est là où c'est hyper... C'est pas un peu comme mensonger comme pas forcément, parce que votre trajet, celui-ci, n'a pas émis de CO2. Si on pense juste au juicer que vous employez, que le bilan carbone est quand même assez conséquent. Alors, il est pas conséquent, il est vraiment faible par rapport à n'importe quel transport en voiture ou en scooter que vous pouvez faire en commun. Notre but, c'est d'arriver à 0. On n'y est pas encore, malheureusement. Quelques jours après ce tournage, nous découvrons que le fameux texto a disparu. Dans un communiqué,
Lime annonce aussi qu'elle arrêtera de travailler avec ses juiceurs fin octobre pour privilégier la collecte en camion électrique. Lime tente de s'améliorer. Pourtant, au départ, la saga des trottinettes commence comme un combat de rue. San Francisco, printemps 2018. Les opérateurs déversent leurs engins à roulettes, squattent les trottoirs sans l'accord des autorités. Excédés, les habitants pètent les plombs. Et la mairie décide de faire le ménage. Ce matin, quelque chose manque dans les rues de San Francisco. Une loi a banni les trottinettes électriques et les opérateurs devront demander un permis à la mairie. Parmi les entreprises bannies, Bird, la start-up qui a inventé le concept. Elle a été fondée par un ancien d'Uber, Travis Van der Zanden. Avec ses trottinettes, Travis s'est déjà implanté dans 74 villes dans le monde, notamment Paris. Mais pour le numéro 2 de la trottinette, la concurrence est rude. La capitale des bobos et des touristes est assiégée par les loueurs. Déjà 12. Et comme à San Francisco, Anne Hidalgo veut couper des têtes. Son prochain appel d'offres limitera à 2 ou 3 le nombre d'opérateurs à Paris. Du coup, le père de la trottinette électrique est en opération séduction. Ce jour-là, Bird offre des casques aux Parisiens et leur apprend le code de la route grâce à une vidéo 3D. Bonjour Travis, comment allez-vous? Bonjour, ravi de vous rencontrer. Alors, c'est vous l'inventeur de la trottinette en libre service? Oui, on peut dire ça. L'entrepreneur éconduit de San Francisco est venu avec un très beau cadeau pour Anne Hidalgo. Nous installons le QG européen de Bird à Paris. Nous allons créer 1000 emplois en 2 ans. Donc là, on recherche des locaux et on fait du recrutement. Et vous avez un rendez-vous secret avec Anne Hidalgo? Non, pas de secret ici, pas de secret. On passe beaucoup de temps ici à rencontrer du monde. Nous sommes très contents d'être à Paris. Séduire les élus, mais pas seulement. Le lendemain, Travis Van der Zanden donne une conférence devant de jeunes entrepreneurs. À sa gauche, l'un de ses plus gros investisseurs, le français Martin Mignot. Thank you. Basket et style décontracté, ne vous y trompez pas. L'homme gère des centaines de millions d'euros. Nous avons investi dans Bird il y a 1 an et demi, dès le début, quand vous avez commencé à Santa Monica. Son fonds Index Ventures gère 1,5 milliard d'euros. Il s'est spécialisé dans le capital risque. Nous, on investit dans des boîtes qui ne sont pas rentables à leur niveau global. Des choses que les banques ne peuvent pas faire. Et justement, c'est pour ça qu'elles ont besoin de nous. Donc on les aide à se lancer et à faire les premiers investissements dont elles ont besoin. C'est pas de la Bird, par exemple, si c'est pas c'est pas public, mais on sait qu'en tout, ils ont levé plusieurs centaines de millions. Donc nous, on est l'un des participants. On n'a pas mis l'essentiel, mais on est l'un des participants. La caméra continue de tourner. Nous tentons de négocier un tournage dans ces bureaux londoniens, mais ça a l'air de coincer. Moi, la question que je me pose un peu, c'est l'angle que vous voulez donner à tout ça, quoi. C'est que moi, je n'ai aucun problème pour vous montrer de ça. Après, voilà, tu vois, complément d'enquête, c'est complément d'enquête. Ah oui, bien sûr. Ici, chaque mot est pesé, car les enjeux financiers sont colossaux. En l'espace de 2 ans, Lime et Bird ont levé près de 4 milliards d'euros. C'est la première fois dans l'histoire que des startups réunissent aussi vite de telles sommes. À la manœuvre, des spécialistes des startups comme notre français, mais aussi de gros fonds américains. Et voilà comment Lime, le numéro 1 du secteur, se retrouve à être soutenu par un fonds à la réputation sulfureuse, Bain Capital. Cette entreprise a été fondée par Mitt Romney, l'ancien candidat républicain à la présidentielle. Elle est citée dans plusieurs scandales de fermeture d'usines, aux États-Unis, mais aussi en France. En 2006, Bain Capital est soupçonné d'avoir vendu de manière frauduleuse l'usine Samsonite d'Hénin-Beaumont. Alors, pourquoi Bain Capital mise-t-il désormais sur la trottinette?
Après plusieurs demandes d'interview sans réponse, nous avons tenté notre chance au siège de l'entreprise, à Londres. Bonjour, j'aimerais parler avec quelqu'un qui travaille à Bain Capital, s'il vous plaît. On ne peut pas vous aider. Vous êtes face à un mur. Utilisez vos pouvoirs magiques. Un fonds de taille plus modeste a finalement accepté de nous ouvrir ses portes. North Zone. Bonjour Paul. Comment ça va? Très bien, enchanté. Oui, moi aussi. Paul Murphy et sa petite équipe gèrent 400 millions d'euros pour le compte de fonds de pension. Notre caméra est la bienvenue, mais à condition de ne pas filmer ce qui est écrit sur les ordinateurs. Il y a des infos sensibles ici? Oui, on est en recherche de start-up là. Donc faites attention. Paul Murphy finance 50 startups, dont la très bankable Spotify. Il y a un an, il a investi 20 millions d'euros dans la trottinette. Un de nos derniers investissements les plus prometteurs, Tier Mobility. Je suis sûr que vous les avez vus à Paris, il y en a partout en Europe. Le marché est ultra concurrentiel. Paul Murphy n'a aucune garantie de retour, mais il est persuadé qu'une révolution est à l'œuvre. La voiture, c'est entre 1 tonne et 1,5 tonnes d'aluminium et d'acier pour transporter en général une seule personne. Ça émet beaucoup de carbone, ça tue des gens, ça détruit l'environnement, ça n'a aucun sens. On s'est dit que ça allait changer. Et donc, on a envisagé toutes les solutions pour accompagner ce changement. Et au final, on s'est dit que la meilleure solution, c'était la micro-mobilité qui inclut les fabricants de trottinettes. Pour moi, ce sont les Ford, General Motors, BMW et Daimler de notre époque. Sa stratégie, attendre. Cela peut prendre 1 an ou 15 ans, on ne sait pas. Mais avec un peu de chance, l'entreprise sera introduite en bourse ou rachetée par une autre. Et c'est à ce moment-là que l'argent reviendra aux investisseurs avec les bénéfices. Le gagnant de la micromobilité en Europe peut facilement devenir un business de 10 milliards de dollars. C'est ça l'enjeu sur le long terme. Mais le pactole ne sera peut-être pas au rendez-vous. À Paris, Joël Hazan travaille dans un cabinet américain de consulting. Il vient de publier un rapport critique sur le modèle économique de la trottinette. Pour lui, ce marché va bientôt imploser. Il est certain que ce qu'on a connu au cours des derniers mois est une bulle. Il y a eu 10 à 15 sociétés qui ont massivement investi à l'échelle mondiale pour développer le marché des trottinettes. Ça ne peut pas être une situation pérenne. Certaines de ces entreprises vont mourir et arrêteront donc leur activité. Ça a déjà été le cas pour certaines et ça a été le cas pour beaucoup des entreprises de la vague précédente qui était celle du vélo en libre service. Souvenez-vous, c'était en 2017, un peu avant la trottinette. Des vélos ont surgi par milliers dans nos rues. Ofo, Gobi Bike, Hello Bike, eux aussi nous vantaient une révolution douce, écologique et durable. Résultat, des montagnes de vélos abandonnés, comme ici en Chine. La plupart des opérateurs ont fait faillite. Un désastre pour l'environnement et des milliards d'euros jetés par les fenêtres. Quel peut être l'avenir de la trottinette en France et à Paris? Est-ce que, Emmanuel Grégoire, vous êtes le premier adjoint à la mairie de Paris, est-ce que vous saviez que la trottinette n'était pas aussi verte que ça? C'est ce qu'on a montré dans le reportage. Oui, on le sait parce qu'on est très vite allé regarder ce sujet. Votre reportage le dit de façon très juste. L'impact, l'empreinte environnementale d'une trottinette, elle dépend beaucoup de sa durée de vie. Ouais. Pourquoi? Parce que ça consomme beaucoup quand on la construit. Ça consomme aussi, mais on peut améliorer les choses quand même au moment où on les recharge en énergie. Et est-ce que vous allez en tenir compte dans les appels d'offres? Absolument. Et d'ailleurs, on a même déjà réussi à agir positivement, parce que comme on a annoncé depuis très longtemps que la condition pour répondre à notre appel d'offres serait, de ne pas avoir d'autres entrepreneurs qui font de la recharge, mais des salariés, et deuxièmement, que les conditions environnementales de la logistique qui sous-tend l'installation de ces trottinettes sera un critère essentiel. Des opérateurs qui utilisaient des auto-entrepreneurs ont d'ores et déjà abandonné ou annoncé qu'ils le feraient pour s'orienter vers un modèle plus vertueux de mobilité douce pour les rechargements et de salariat
pour les personnes qui sont chargées de recharger. On dit que vous avez un peu laissé faire après l'échec du Vélib et de l'Autolib, que la mairie de Paris s'est dit, bon, on n'agit pas pour le moment, on verra, le marché fera son œuvre. Alors, non, pas du tout. Ce sont des gens probablement un peu malveillants qui disent ça, et en tout cas qui vous avez la réponse, au moins pas le sujet. Encore une fois, on a été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. La mairie de Paris n'a rien toléré. Ces gens-là n'ont pas demandé l'autorisation. Nous ne disposons pas des bases légales pour les interdire, et c'est ce que nous réclamons ardemment depuis des mois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu les trottinettes, mais qu'on peut se dire qu'il y a plein de géotrouve-tout qui inventeront d'autres solutions de mobilité individuelle dans les années qui viennent. On en voit déjà. Il est important que l'État réagisse plus vite et que les collectivités territoriales disposent, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Allemagne, des outils juridiques pour agir tout de suite. Ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas la main encore. Mais non, il faut une loi. Oui, mais il y a certaines mairies qui ont interdit complètement. Non, Toulouse. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la en communication. périphérie de Paris. Je vous assure que c'est de la communication. Ah bon? Ils n'ont pas de base légale pour cela. D'ailleurs, allez vérifier s'ils ont fait Donc des ils font arrêtés. une annonce, mais non, mais c'est une relation de pression avec les opérateurs. D'abord, ce sont des villes qui sont beaucoup moins concernées que Paris, parce qu'il s'agit de gens qui vont là-bas, qui posent des engins. On parle de quelques dizaines d'engins. Et en tous les cas, Paris, c'est pas le choix politique de la mairie de Paris. Non, vous souhaitez avoir des trottinettes. D'abord, on souhaite avoir les bases légales pour agir, parce que sinon, on nous accuserait de faire des choses illégales. Et donc, on veut pouvoir disposer, via la loi d'orientation des mobilités et via le décret que doit prendre le gouvernement, l'autorisation de faire 3 choses. Ce serait pour quand, ça? On l'espère au 2e semestre, là, mais ça tarde. 1, interdire formellement le stationnement sur les trottoirs. 2, interdire la circulation sur les trottoirs et donc exposer à des amendes lourdes. Et 3e, à pouvoir faire ces fameux appels d'offres qui nous permettent de réguler quantitativement le nombre d'engins et les conditions écologiques et sociales dans lesquelles elles fonctionnent. Justement, on a l'impression quand même dans Paris en ce moment qu'il y a un peu trop de monde, que ça déboule de partout. Alors je sais bien que c'est un peu très populaire de dire ça, mais c'est quand même une réalité. On a du mal à s'y retrouver. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, interdire certains types de véhicules? Je pense aux camions, aux bus pour touristes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de radical à faire? Alors, il y a 2 choses. Oui, il y a des engins dont on considère qu'ils embolisent trop l'espace public et qui sont un problème. Les cars de tourisme en sont un exemple. Nous souhaitons supprimer les cars de tourisme à l'horizon de 2024, avec notamment l'interdiction des diesels. Nous souhaitons le faire. Si vous êtes maintenu à la mairie de Paris, c'est déjà engagé. Oui, mais on l'espère et ce sera en tout cas quelque chose qu'on va porter. Et il y a des choses dont on ne veut pas l'interdiction, mais qui nécessitent plus de régulation, plus de discipline. Lesquels, par exemple? L'exemple typique, c'est les trottinettes. Et parfois aussi les vélos. Le vélo, ça nécessite un usage harmonieux. On ne faufile pas entre les voitures, etc. Parce que c'est d'abord s'exposer à des risques. Et les trottinettes, nous n'acceptons pas de continuer à avoir des trottinettes circuler sur les trottoirs, se garer de façon anarchique. Il y a un usage sympathique de la trottinette, qui est la déambulation, le nez au vent pour se balader, ce qui est sans doute pas le mieux dans un centre urbain dense. Et on ne veut pas interdire ces choses-là. Mais en revanche, il faut que ce soit régulé, parce qu'il faut des règles de bon usage, sinon il y a beaucoup de conflictualité. Vous êtes en attente de cette réglementation. Absolument. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire. Merci. Alors vous allez voir que les politiques ont encore du chemin à faire en matière d'exemplarité en émissions de carbone. Chaque mois, les eurodéputés sont contraints de faire la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Et évidemment, ils font transporter leurs affaires dans des malles, dans des camions. Un coût écologique énorme. Regardez ce reportage et cette enquête qui est signée Paul Gasnier pour Bangoumi Productions. À Bruxelles, dans les couloirs du Parlement européen, c'est jour de galère. Une fois par mois, l'eurodéputée Karima Delli se transforme en déménageuse, obsédée par un seul objet. Il faut mettre toutes les questions d'agenda dans la malle. Manu, ça, on le prend dans la malle. Donc ça veut dire que lundi, il faut que tu passes dans mon bureau pour prendre tes affaires de la malle. Cette malle, la voici. Elle doit y mettre toutes ses affaires. Un rituel imposé aux 751 députés européens et à 2000 employés. La pochette administrative, on la prend ou pas? Ça, c'est important de le prendre, c'est le règlement intérieur. Tac, ça, c'est David. Règlement intérieur. Vous déménagez un bureau entier? Bah, pas entier, mais... Pas entier, mais quasiment quand même. Ah oui, les pochettes, hein. Mais voilà. Mais quand vous regardez dans les couloirs, chaque député a sa propre malle. Voilà. Là, c'est qui, par exemple? Donc là, par exemple, alors ce n'est pas notre groupe politique, mais ça va être, par exemple, monsieur John Dorman, par exemple, vous voyez? Et là, on a la malle de Yannick Jadot.
Le lendemain, ces malles seront envoyés en France, à Strasbourg, où se trouve le deuxième bureau de Karima Delli, au deuxième siège du Parlement européen. Les députés sont tenus de s'y réunir 4 jours par mois pour l'assemblée plénière. Absurde, selon l'élu écolo. Je pense que là, on est dans un contresens de la transition écolo, on est dans un contresens financier et on est dans un contresens, justement, de bon sens. C'est un contresens, voilà. Ce déménagement monstre, nous n'avons pas eu le droit de le filmer. Pour éviter de gêner le personnel, nous a-t-on dit. Le Parlement nous a fourni quelques images de ces malles empilées, puis chargées dans des poids lourds. On a voulu voir ça de plus près. Et à force de chercher les malles, on les a retrouvées. Au 3e sous-sol. Donc ça, c'est les fameuses malles qui sont transportées tous les mois de Bruxelles à Strasbourg. Donc ça, c'est les camions qui font la route tous les mois, 12 fois par an, entre Bruxelles et Strasbourg, pour transporter les affaires des députés. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5... Oh, attends, mais il y en a combien? Au total, 9 camions pour déménager les affaires des eurodéputés d'un siège à l'autre. Pratique, mais pas très écolo. Bah tiens, il y a les affaires de Florian Philippot. Philippot, MEP, Member European Parliament, non-elected, navette Bruxelles. Si ce remue-ménage embarrasse le Parlement, c'est que son coût a été pointé par la Cour des comptes européenne. Le double siège et les allers-retours coûteraient la modique somme de 114 millions d'euros par an. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Mais en mars, la successeur d'Angela Merkel à la CDU a déclaré la guerre à Strasbourg. Elle veut tout regrouper à Bruxelles. Et elle n'est pas seule. La majorité des eurodéputés pensent comme elle. Même l'inusable Silvio Berlusconi. Che cosa ne pensa? C'est une folie complète. On a essayé je ne sais pas combien de fois pendant 70 ans et on n'a pas réussi à résoudre le problème. Les eurosceptiques anglais en font même un argument pour taper sur l'Europe. Une des raisons pour lesquelles je pense qu'on doit quitter l'Europe, c'est qu'elle est irréformable. Rien ne l'illustre mieux que ces 2 sièges du Parlement. Les seuls qui font de la résistance, ce sont eux, les Français, de gauche comme de droite. C'est pas une question d'orgueil français. D'abord, vous devriez être un peu plus patriote, ça vous servirait aussi. Défendre les intérêts de la France, ça vous concerne. Pensez France un peu. Pensez France. En avril, même le président de la République est monté au front. Je continuerai de défendre cette ville dont le statut de capitale européenne est intangible et non négociable. Strasbourg, nos voisins n'en veulent plus. Pourquoi les Français s'y accrochent-ils coûte que coûte? On va essayer de vous raconter cette transhumance. Nous allons suivre l'odyssée d'un assistant parlementaire et d'un eurodéputé suédois. Il s'appelle Fredrik Federley. Cet élu de droite ne supporte plus d'aller à Strasbourg chaque mois. Le trajet dure 5 heures de plus que pour Bruxelles. Il vit dans cette ferme au milieu de nulle part, en Suède. Il a accepté de filmer son périple avec son portable. C'est bon, j'ai nourri tous mes animaux. Donc je suis prêt à partir. C'est parti pour 3h30 de voiture, jusqu'à la capitale, Stockholm. Je suis enfin arrivé à Stockholm. Je dois me coucher immédiatement parce que je me lève tôt demain. Quelques heures de sommeil, et à l'aube, il saute dans un taxi. Là, je pars. Je vais prendre un taxi, puis un train, pour aller à l'aéroport et prendre le premier vol. Mais depuis Stockholm, détour obligatoire, par Francfort, en Allemagne. S'il allait à Bruxelles, le vol serait direct. Pendant que Frédéric Bourlingue, à Bruxelles, son assistant parlementaire prépare lui aussi ses affaires pour l'Alsace. Cette routine, Morgane l'a subie tous les mois, depuis 2 ans.
Je trouve ça embêtant et ça prend beaucoup de temps. Comme je dis souvent à mes collègues, le dimanche soir avant de partir à Strasbourg, c'est toujours un peu la déprime. Au-delà des élus et de leurs assistants, des centaines de fonctionnaires de Bruxelles déménagent eux aussi à Strasbourg. Pour les transporter, le Parlement affrète carrément 2 TGV. Salut, ça va? De grands moyens qui coûtent 3,5 millions d'euros par an. Partager un train avec ses collègues et parfois des adversaires politiques, c'est pas toujours drôle. Mais bon, c'est pratique. 2 bureaux dans 2 pays différents. Un casse-tête, surtout quand on a une vie de famille. Personnellement, je pense que ce serait beaucoup mieux d'avoir un seul siège. En tant que mère, avec 2 enfants, à chaque fois je dois m'organiser avant de partir. Ça me coûte beaucoup d'argent. Le trajet dure 2h30. À Francfort, l'eurodéputé suédois s'envole enfin. Presque 18 heures après être parti de chez lui, il arrive à Strasbourg. Fatigué et grincheux. Déjà, je vais être en retard pour mon premier rendez-vous. En plus, on est tous crevés. On a voyagé toute la journée. Et les billets d'avion sont beaucoup plus chers que les vols directs pour Bruxelles. Et puis, il y a aussi le problème de l'empreinte carbone, parce qu'on voyage beaucoup plus. Donc, ce n'est pas bien pour les gens qui travaillent au Parlement. Ce n'est pas bien pour les contribuables. Et ce n'est pas bien pour l'environnement. Frédéric Federley n'en peut plus de venir à Strasbourg. Mais face à lui, des adversaires redoutables, soudés et souriants. Ils vont tous être au wagon-bar. Les irréductibles Gaulois. Nous retrouvons nos eurodéputés fraîchement élus dans le TGV Paris-Strasbourg. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les Français sont tous sur la même ligne. On est attaché à ce que le siège du Parlement européen reste à Strasbourg. D'abord parce que c'est le siège historique, ensuite parce qu'on est en France et que c'est aussi du rôle des dirigeants français que de défendre les intérêts de la France. Nous, on est clairement pour garder le siège à Strasbourg, mais parce qu'il a un sens, une histoire, c'est issu de la réconciliation franco-allemande. Qu'en pense Pascal Canfin, l'ancien élu vert passé à La République En Marche? Entre l'écologie et la défense de Strasbourg, visiblement son cœur balance. Mais ce déménagement mensuel, tous ces camions, ces trains, ces voitures, etc., ça coûte 114 millions d'euros par an, ça dégage 10 000 tonnes de CO2. Pour un écolo, ça fait mal. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est bien. Simplement, c'est le prix à payer en quelque sorte du fait de ne pas avoir tout concentré à Bruxelles. Le poids écologique, le coût écologique est absurde. Personne ne peut le défendre, mais il faut le mettre en perspective au regard du symbole politique que ça représente. Et je pense que ce symbole politique, il est majeur. Bonjour. Ça va? Et vous? Vous avez une chose en commun, messieurs. Ouais, parfois, c'est de vouloir garder le siège strasbourgeois. Mais en fait, je pense que vous ne trouverez pas un élu français pour vous dire le contraire. C'est peut-être le sujet qui va réconcilier le Rassemblement National et la République En tout En Marche. cas, un sujet qui va dépasser les clivages. Exactement. Nous retrouvons Karima Deli, la Française anti-Strasbourg, qui se sent bien seule. Moi, je crois que le symbole coûte cher. Pourquoi il coûte cher? Parce que on n'a plus le temps pour la planète, en fait. On n'a pas besoin de Strasbourg. C'est ici où les 751 députés vont venir prendre place l'espace de 4 jours. Voilà. Donc tout ça, seulement pour 4 jours. Voilà, tout ça pour 4 jours. Le siège du Parlement européen. Une fierté française. Depuis 1958. C'est à Strasbourg, devenu pour un moment de l'histoire du monde le centre de l'Europe, que s'est réunie l'Assemblée consultative européenne, première expérience de Parlement international. Au début de la construction européenne, les pays fondateurs se battent pour accueillir les institutions. Le Parlement s'installe à Strasbourg et la Commission à Bruxelles. Mais les Belges sont gourmands et veulent aussi récupérer les députés. Pour cela, ils vont ruser, en construisant dans les années 80 un mystérieux bâtiment. Ce chantier se nomme pudiquement Centre international de conférences. En fait, il doit abriter un hémicycle de 750 places au moins,
Mais opération destinée à qui? Ce centre de congrès se construit, tout le monde se doute bien en fait parce qu'il ressemble étrangement à un parlement et sans qu'il y ait aucune décision des traités, des dirigeants européens officiellement. Donc il se construit un peu en secret, en douce, parce que de toute façon les Français bloqueraient n'importe quelle décision parce qu'ils tiennent à Strasbourg. Et c'est comme ça que le Parlement européen va se trouver une deuxième enceinte, ce qui est quand même une situation assez dingue. À l'époque, panique chez les Français. Comment sauver Strasbourg? Facile, en obligeant dans les textes les élus à s'y réunir. Ce sommet d'Édimbourg a également mis fin à des années de querelles sur le siège des institutions européennes. Strasbourg a été définitivement confirmé comme siège du Parlement européen. Sauf que ce n'est pas si simple. Les eurodéputés ont pris goût à Bruxelles, plus moderne, plus pratique. C'est le début du déménagement mensuel. C'est là où apparaît ce système des 12 sessions plénières imposées pour Strasbourg, donc 48 jours dans l'année où les eurodéputés doivent siéger à Strasbourg. Donc on a comme ça cette espèce de compromis, voilà, qui est typiquement un compromis européen. Voilà, des points de vue différents, super difficiles à concilier, et du coup on s'embarque dans des compromis qui peuvent être beaux sur le papier, mais qui peuvent être aussi des usines à gaz. Si les Français tiennent tant à cette usine à gaz, c'est aussi qu'elle rapporte gros. Pendant les 4 jours de l'Assemblée plénière, 3000 fonctionnaires, eurodéputés, collaborateurs et journalistes investissent la capitale alsacienne. Bénéfice pour l'économie locale, 20 millions d'euros chaque année. Ça tourne pas mal, on a une session parlementaire, donc ça rapporte un petit peu plus de personnes. Là, en plus, on a les deux côtés parce qu'on a aussi les Catalans qui viennent se défendre au Parlement. Donc on a à la fois les manifestants et les parlementaires. On peut prendre 30% de personnes en plus en termes de passage, parce que bon, après, c'est des tables qui arrivent assez tard, donc en fait, on crée un troisième service. Certains en profitent même pour gonfler leur prix. Je suis Madame Dely, j'ai une chambre dans votre hôtel. Une pratique qui serait répandue chez les hôteliers. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'eurodéputés là dans l'hôtel? Beaucoup de fonctionnaires européens? Beaucoup de fonctionnaires, oui. Oui. On a un contrat avec eux d'ailleurs. Et on va dire qu'on a entre 15 à 20 personnes qui travaillent pour le Parlement européen. Qui viennent régulièrement, donc à chaque session. Voilà. Nous sommes à 109 € en général, au minimum. Contre 384, c'est le prix maximum. Ah, donc ça triple? Ça peut tripler, oui. Oui, effectivement. Sur Adagio. Karima Dely bénéficie d'un tarif négocié, 150 € la nuit. Mais pour vous et moi, pendant les sessions, c'est 3 fois le prix. Je comprends l'attractivité, mais en même temps, est-ce que c'est une raison pour pas doubler, tripler là? Vous avez entendu comme moi. C'est l'offre et la demande. Après, vous savez, on est toujours complet quand c'est comme ça. Et je sais bien que tout ce qui est restaurateur ou hôtelier, peut-être en profite à ce moment-là. Les sessions du Parlement européen, c'est tout bénef pour les commerçants. Alors, pour convaincre les députés que le siège doit rester à Strasbourg, la mairie multiplie les opérations séduction. Ce jour-là, une association d'entrepreneurs strasbourgeois sort le grand jeu. Ils distribuent aux eurodéputés des paniers gourmands remplis de produits locaux. Nous, notre enjeu ici, en local, c'est sur comment développer, améliorer à notre petit niveau associatif l'attractivité de cette ville, son rayonnement international. Bonjour, un petit cadeau de bienvenue de la part de la ville de Strasbourg. Ah, merci. De rien. C'est très gentil de votre part. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et vous préférez avoir le siège à Strasbourg ou à Bruxelles? On ne devrait avoir qu'un seul siège. Et je pense que Bruxelles, c'est quand même mieux. C'est plus facile d'accès. Merci pour le cadeau, mais on ne m'achète pas comme ça. Mais vous savez, à Strasbourg, vous êtes loin de tous les lobbies. Pensez à ça aussi. Strasbourg est un lieu neutre pour tous les eurodéputés. Un lobbying laborieux, pas toujours fructueux. La gaufre et le mannequin peace seront-ils plus forts que la cigogne et le Riesling? Les Belges n'ont pas encore gagné la bataille du siège. Pour que le Parlement quitte Strasbourg, il faut l'unanimité des chefs d'État. Et la France n'est pas prête de marquer contre son camp.
On l'aura compris, les Français ne donnent pas vraiment le bon exemple. Karima Delli parle d'un contresens dans la transition écologique. Nous, on se demande qu'en pense la majorité parlementaire. Votre reportage insiste beaucoup sur les enjeux écologiques. Moi, je voudrais insister sur deux autres aspects. L'aspect historique. Rappelons-le, les traités fondateurs de l'Union européenne prévoient que le siège du Parlement soit installé à Strasbourg. Oui, mais ça, c'était l'histoire. Est-ce que maintenant, il faut pas... Mais l'histoire est importante. Vous savez, il y a une dimension symbolique forte, celui de la réconciliation franco-allemande et celui qui fait de Strasbourg la capitale européenne. Certes, mais aujourd'hui, on a 2 parlements, on a ces transferts de mal, ça génère de la pollution. Est-ce que ça a un sens encore aujourd'hui de faire ça ? Je crois que les États membres de l'Union européenne et la France expriment un profond attachement à une Europe décentralisée, une Europe proche des habitants des États membres. C'est le cas avec le siège du Parlement à Strasbourg, mais avec le cas aussi avec beaucoup d'autres institutions européennes implantées dans différents États membres. Vous avez la Banque centrale à Francfort, l'Agence des choix scientifiques à Helsinki et bien d'autres. Donc on ne change rien, il y aura toujours 2 parlements et non, au contraire. Vous savez, la moitié des députés européens ne vivent pas à Bruxelles et font les déplacements, que ce soit vers Bruxelles ou vers Strasbourg. Oui, l'empreinte carbone est là. Il faut, je crois, la compenser, la neutraliser. C'est à mon avis un engagement que doit prendre le Parlement européen, c'est-à-dire compenser, neutraliser cette empreinte carbone et puis dématérialiser davantage. Nous avons vu beaucoup de documents papier. Moi, je suis questeur de l'Assemblée nationale. Nous avons fait un véritable effort de dématérialisation, c'est-à-dire que nous numérisons au maximum les documents. Je crois que le Parlement européen aurait vocation à s'engager dans la même démarche. Enfin, on retient qu'il y aura toujours 2 parlements à l'avenir. Lauriane Rossi, vous êtes députée LREM, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Question simple, pourquoi en France, c'est pas le moyen de transport le plus écologique qui coûte le moins cher, à savoir le train ? Votre reportage démontre effectivement une croissance forte, et elle est réelle, du trafic aérien, plus 6% sur 2018, du nombre de voyageurs et du nombre de vols. Je veux avant tout dire une chose, je ne crois pas du tout à l'écologie culpabilisante ou punitive. Je crois que les mobilités sont une chance et que cette démocratisation de l'aérien, qui permet notamment à des familles modestes de pouvoir partir en vacances plus loin et à faible coût, est une chance. Donc culpabiliser, non. Responsabiliser, oui. Donc il faut responsabiliser tous les acteurs, c'est ce que nous faisons. Écologistes qui culpabilisent les gens. Non, je crois qu'il faut avancer évidemment vers un trafic aérien, un transport aérien plus vertueux. Il faut que ce secteur évolue vers des carburants plus propres. Je pense notamment aux biocarburants, sur lesquels nous misons fortement. Je pense à l'hydrogène. Je pense au matériel, c'est-à-dire alléger le poids des avions. Et puis qu'ils contribuent plus. C'est possible ça sur les avions ? C'est possible d'imaginer d'autres carburants pour les avions ? Bien sûr, nous avons des expérimentations, des essais qui ont été d'ailleurs démontrés au Salon du Bourget très récemment et qui démontrent que l'hydrogène et les biocarburants, les agrocarburants à base d'huile végétale et de résidus agricoles sont une solution pour l'avenir. Et nous misons très fortement avec nos constructeurs sur ces nouveaux carburants. Le gouvernement a instauré une nouvelle taxe également sur le carburant pour le transport aérien de 1,50 € à 18 € par billet selon la distance et selon la classe évidemment que l'on choisit. Et j'ai pu remarquer que toute l'Europe est en train de s'y mettre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, donc on n'est pas les seuls. Effectivement, nous avons mis en place une éco-contribution de 1 à 18 € qui permettra d'ailleurs de financer des infrastructures vertes et durables, routières, ferroviaires. Et puis, il y a le sujet de la taxe sur le kérosène, sur lequel nous devons avancer au niveau européen. La France sera fer de lance. Et il faut avancer sur ce sujet, mais à l'échelon européen, pas uniquement à l'échelon français. Mais oui, parce que ça n'a de sens que si tout le monde est taxé à travers le monde. Je crois que les États-Unis aussi ont mis en place le même genre de taxe. Tout à fait. Ça n'a pas de sens que nos compagnies aillent faire le plein dans les pays voisins, avec la perte de recettes fiscales et d'emplois que ça impliquerait pour la France, et puis surtout l'absence de bonus écologiques qu'il nous faut rechercher. Alors, en tous les cas, ce bateau CroisiEurope utilise justement un gaz liquide biodégradable. C'est pour ça qu'on s'est installé ici. C'est un bateau propre qui réalise déjà des trajets entre Paris et Honfleur. L'un de vos sujets de prédilection, je crois que c'est le transport maritime. Là aussi, c'est l'exemple à suivre. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, un paquebot de croisière représente à peu près 1 million de véhicules. Donc la pollution est réelle, la pollution sonore également qui est un enjeu. Et puis ce principe de pollueur-payeur qui doit s'appliquer aussi au transport maritime. C'est l'un de mes combats, effectivement, mettre fin à cette niche fiscale, cette exonération sur la taxe sur les carburants qui doit être appliquée, y compris au transport maritime. Vous l'avez déposée l'année dernière et elle pourrait être appliquée dans les mois qui viennent. Donc on n'est pas obligé de s'arrêter de voyager, c'est le titre de cette émission. Vous me rassurez, on peut continuer de voyager en France. Les mobilités sont une chance, mais il faut qu'elles soient durables et plus propres. Elles sont en pleine mutation. C'est une 3e révolution industrielle que nous sommes en train de vivre. Vous êtes parti en avion cet été quand même
Oui, en avion, puisque le train ne me permettait pas de rejoindre ma destination. Et cela pose la question de l'aménagement du territoire, finalement. Derrière les transports, c'est de l'aménagement du territoire. Si nous voulons désenclaver certaines villes, certaines régions et certaines parties du monde, il faut aussi se poser la question des modes de transport, et le ferroviaire ne permet pas tout. Merci beaucoup, Lauriane Rossi. C'est la fin de cette émission. Samuel Humez et Clément Castex en sont les rédacteurs en chef. Caroline Durand est en charge des invités et Anthony Forestier de la réalisation. La semaine prochaine, vous retrouvez le nouveau rendez-vous politique de France 2. Vous avez la parole. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Très belle fin de soirée à tous.